Merci tout d'abord de m'avoir invité. Donc, je me présente, donc François-Xavier Thomas. Je suis ingénieur conseil au service prévention de la CARSAT. La CARSAT, c'est le nouveau nom des CRAM, anciennement donc Caisse régionale d'assurance maladie. Et voilà, nous, on va représenter un petit peu l'action terrain qu'on essaye de passer auprès des entreprises pour faire avancer la substitution et la prévention. Alors, 2 mots d'abord sur la CARSAT, que je pense que peu de gens connaissent notre métier. Je veux dire, au niveau de Rhône-Alpes, on est 75 ingénieurs et techniciens, donc assermentés et agréés, de tout type de profession. Il y a des gens spécialisés en bâtiment, des gens spécialisés en risque électrique, en machine, et pour ma part, en risque chimique, en prévention du risque chimique. Voilà. La CARSAT Rhône-Alpes s'appuie également sur un réseau français, je veux dire, qui concerne les autres CARSAT, donc on est 16, il y a l'équivalent dans les TomDom. Et puis on s'appuie, on travaille très étroitement avec l'INRS. Donc l'INRS, c'est un organisme que pratiquement tout le monde connaît. On va dire que l'INRS, c'est plutôt côté études et les CARSAT plutôt côté terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette branche de prévention accidents du travail et des maladies professionnelles? Donc on intervient dans toutes les entreprises du régime général, enfin dans toutes, autant qu'on peut, parce que vous avez vu qu'on n'est pas très nombreux, on voit à peu près 3% des entreprises par an. D'abord, pour faire du conseil. Du conseil, accompagner les entreprises, leur faire mettre le doigt sur les postes de travail qui posent problème, et puis leur donner des conseils pour améliorer ces postes-là. Alors des conseils plus ou moins appuyés, parce que les entreprises, il y en a qui sont très ouvertes à la prévention, et il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal à s'y faire. On réalise également des sessions de sensibilisation, de formation, des communications scientifiques, donc certains d'entre vous ont peut-être été à Préventica, donc on avait un stand là-bas et on a fait pas mal de conférences. On réalise, comme l'INRS le fait également de son côté, comme toutes les CARSAT peuvent le faire, des productions, des livrables. Donc là, j'en ai mis quelques-uns dans l'entrée. Donc par exemple, là, c'est un petit livrable qu'on a fait pour expliquer aux salariés comment repérer le nouvel étiquetage, ce qui est loin d'être facile à comprendre. Et puis, on a aussi la possibilité de donner des incitations financières. Alors, incitations financières, il faut le prendre dans les deux sens, c'est-à-dire on a des dispositifs qui permettent de donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles investissent dans la prévention des accidents du travail. Mais incitation financière, c'est qu'on a également des dispositifs qui permettent de prendre de l'argent aux entreprises si jamais elles ne veulent pas investir assez vite dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors, un chiffre très important, qui fait la base de toute notre action, c'est, on estime aujourd'hui à plus de 2 millions de salariés exposés au CMR. Donc CMR, c'est ceux de la réglementation, mais également les cancérogènes ciblés par le cirque. Ce qui nous fait, bon an, mal an, à peu près 12 000 nouveaux cas de cancer par an d'origine professionnelle. Et tout l'intérêt de notre action, c'est de faire de la prévention aujourd'hui pour éviter les cancers de demain. Parce que malheureusement, malgré toute la bonne volonté que j'ai et que nous avons, les expositions d'hier, on ne peut plus rien y faire. Voilà. Alors, comment on intervient, nous? Et comment, au niveau du risque chimique, quel est le message qu'on passe? Alors, le premier message, ce n'est pas forcément le plus simple à faire comprendre, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils commencent à repérer les produits chimiques qu'ils ont dans leur établissement. Repérer les produits chimiques, on commence par regarder les étiquettes qu'on peut trouver sur les produits chimiques, donc les bidons, les fûts, les boîtes, mais également, on va dire, les bombes aérosols, des choses comme ça. Une fois qu'on a regardé l'étiquette, on essaye de la comprendre. Alors à la comprendre, les salariés avaient déjà mis du temps à comprendre ce que j'appelle les carrés orange. Maintenant, vous avez vu qu'on change de logo. Je ne suis pas sûr que tous autour ici, dans cette salle, on ait tous exactement la même interprétation et surtout la même appellation pour ce monsieur rayonnant, on va l'appeler comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire beaucoup de choses et c'est un message important à faire passer. Surtout que les salariés, ils s'aperçoivent qu'avant, ils avaient un produit avec une croix et puis maintenant, le même produit, il arrive avec un monsieur rayonnant dessus. Et donc, le produit, c'est le même, mais l'étiquetage a changé. Donc là, il y a tout
un dispositif de formation et de sensibilisation à faire. Et une fois que les gens ont acquis cette base de repérage, on leur demande d'aller un peu plus loin, notamment en allant chercher des informations qu'on trouve ailleurs, c'est-à-dire d'autres bases de données. Je vous parlais tout à l'heure du cirque. Je veux dire, c'est extrêmement intéressant parce que dans les cancérogènes listés par le cirque, il y en a plusieurs qui ne sont pas étiquetés ou pas étiquetés, on va dire, aussi fort, en même catégorie, dans l'Union européenne. Et puis surtout, dans cette base de données, on trouve des produits qu'on ne peut pas étiqueter. Les fumées de soudage, produits cancérogènes, on ne peut pas les étiqueter. Les poussières de bois, on ne peut pas non plus. Donc c'est une base de données extrêmement intéressante. Une fois qu'on a fait le repérage, il faut savoir un petit peu comment on utilise tous ces produits. Donc il s'agit de savoir quelles sont les quantités mises en œuvre, quelles sont les protections collectives que j'ai, comment sont formés les gens. Donc on fait un état des lieux. Et c'est à partir de cet état des lieux qu'on va définir qu'est-ce que je vais faire maintenant pour améliorer la santé et la sécurité des salariés. La première chose à faire, je fais vite, mais la première chose à faire, c'est bien sûr la substitution. Pour la substitution, les gens qu'on le nez dans le guidon, passez-moi l'expression, mais toute la journée à travailler sur les produits chimiques, ils n'y pensent pas forcément, et puis ils ne sont pas forcément au courant. Donc c'est aussi à nous, et puis à des organismes comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, de passer des messages dans les entreprises pour dire il y a 20 ans, c'est vrai, il n'y avait pas de produits de substitution, maintenant ça a changé, il y a sur le marché des produits de substitution qui sont aussi efficaces, des fois un peu plus chers, mais pas toujours. Donc, substitution, et puis réduire, mettre en place tout ce qu'il faut pour réduire le risque au niveau le plus bas possible. Ça passe, bien sûr, avant tout par la protection collective. Donc, souvent, le risque chimique, la protection collective, c'est soit de l'automatisation, soit des aspirations au poste de travail, mais des aspirations qui fonctionnent correctement, ça c'est assez rare d'ailleurs à trouver. Et puis, après, il y a baisser les quantités de produits chimiques sur le poste de travail, informer les gens. Et en tout dernier ressort, les protections collectives seront remplacées ou complétées par des protections individuelles, c'est-à-dire le masque. Et ça, on se bat souvent dans les entreprises. Les entreprises disent « oui, je vais faire de la prévention, j'achète des masques ». On dit non, on commence par voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière de protection collective pour éviter que les opérateurs soient obligés de porter un masque. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à porter un masque 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est très, très lourd, physiquement et psychiquement à porter. Bon, mais des fois, on est obligé. Dans certains cas, on est vraiment obligé de passer par des protections collectives de type masque respiratoire. Cette diapo, juste pour replacer des données qui me semblent importantes par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui. Tout d'abord, au niveau des cancers professionnels reconnus en France. Donc, l'année dernière, vous voyez que les 3... Donc, ce n'est pas bois qu'il faut lire, bien sûr, c'est poussière de bois. Le bois, en soi, il n'est pas cancérogène, c'est poussière de bois. Les 3 premières causes de cancer en France, c'est l'amiante, que tout le monde connaît. Bon, il y en a plein partout. Les poussières de bois, notamment à chaque fois qu'on va couper le bois et qu'on va donc l'usiner. Donc, ça sera les scieries, les menuiseries, et par exemple les gens qui vont installer, les gens par exemple qui font des poseurs de parquet. Le charbon, la houille, là c'est un produit 100% naturel, mais bon, qu'on utilise de moins en moins quand même si on dit toujours que les routes sont goudronnées, alors que ça fait quand même 20 ans qu'on ne goudronne plus les routes en France. Et au niveau, donc ça c'est les cancers reconnus, et au niveau des cancérogènes les plus, enfin dire utilisés, du moins les salariés qui sont exposés aux cancérogènes de façon le plus commun, nous trouvons d'abord les gaz d'échappement, voilà. Les huiles minérales entières, donc les huiles minérales entières, on en trouve dans des moteurs de voitures, mais on va également les trouver dans des centres d'usinage, et les poussières de bois qui apparaissent également en 3e position. Voilà. Et je terminerai par des exemples que, on n'est pas les seuls à travailler dessus, mais donc des exemples de substitution qui ont bien avancé depuis des années. Je suis rentré à la CARSAT en 96 et je me souviens dans les années, donc ça devait être 98, j'ai fait une conférence sur la substitution et notamment la substitution du chrome 6 dans les peintures. À l'époque, on me regardait en me disant mais c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas, c'est pas pareil, ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas la même efficacité. Et on va dire que globalement c'était vrai. Maintenant, ça a avancé, et le chrome 6 dans les peintures, donc le chromate de plomb, donc le chrome il est cancérogène, le plomb il est reprotoxique, on en trouve de moins en moins.
À titre d'exemple, il y a certains pays qui ont des boîtes aux lettres jaunes, je veux dire, qui ont longtemps été peintes avec du chromate de plomb. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je veux dire, donc, il y avait du chromate de plomb aussi dans le rouge extincteur, vous voyez, dans le jaune qui servait à délimiter quand on faisait des travaux sur les routes. Voilà, maintenant, on utilise des produits qui sont moins toxiques que ça. Les fumées de soudage, on y travaille beaucoup en ce moment au niveau de la CARSAT. C'est pas du tout rentré dans les mœurs que les fumées de soudage sont mauvaises pour la santé. Donc là aussi, on a beaucoup de travail à faire pour expliquer aux gens qu'il est grand temps de se protéger. Au niveau du décolletage, on en a parlé en tout début de matinée. On a beaucoup d'entreprises de décolletage en Rhône-Alpes. Je crois que c'est la première région de France qui a ce type d'activité. Pendant des années, on ne pouvait utiliser que du trichloroéthylène. Dans le temps, on utilisait du trichloréthane, mais qui a été supprimé à cause de sa problématique vis-à-vis de la couche d'ozone. Donc le trichloréthylène, maintenant, qui est cancérogène, on essaye de le remplacer. Et là aussi, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des exemples de substitution, soit par des produits lessiviels, soit par des produits solvantés, je veux dire, qui donnent de très bons résultats. Maintenant, la problématique ne se trouve plus chez l'industriel, mais des fois chez le donneur d'ordre. Je veux dire, on parlait au niveau de l'aéronautique, il y a des pièces que l'entreprise n'a pas le droit de dégraisser avec autre chose que du trichloréthylène. Mais bon, je veux dire, je pense que ça évoluera dans les années suivantes. Voilà, donc le menuiserie, je vous en ai parlé. Les pressings, on a eu un exemple tout à l'heure de quoi il y avait des actions qui se passaient aux États-Unis sur la substitution du perchloréthylène dans les pressings. Ici aussi, les CARSAT, via l'assurance maladie, on donne de l'argent aux pressings pour qu'ils puissent s'équiper. On finance ce qu'on appelle l'aquanettoyage chez nous, mais il y a d'autres solutions que l'aquanettoyage, et notamment des solutions à base de solvants qui existent également. Et puis, je ne vous ai pas mis toutes les activités dans lesquelles on avait des actions en matière de prévention des risques CMR. Le BTP, c'est une activité qui est très exposée. Je vous parlais de l'amiante. On parle moins du risque silice. Tout le monde sait que ça peut provoquer des silicoses. Et puis, faire de la prévention risque chimique dans le BTP, c'est pas facile du tout. Mais on a des solutions. On peut mettre de la brumisation, c'est-à-dire arroser quand on fait trop de poussière. Dans les tunnels, on a beaucoup de travaux souterrains en Rhône-Alpes, et dont d'ailleurs, il y a le prolongement de la ligne de métro. Il y a des dispositifs d'aspiration spécifiques aux travaux de souterrains qu'on essaye de convaincre les entreprises à mettre en place et surtout à entretenir correctement. Voilà, je pourrais vous parler des heures sur des exemples de substitution, ce n'est pas le but aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, je vous remercie.